Salut, c'est Mathieu de Killing Spree pour BGP Music Live. Donc salut Mathieu, merci beaucoup de nous accorder du temps sur ce Hellfest. En fait, on a l'occasion de t'interviewer parce que tu étais sur scène avec Clone avant-hier. Là, je n'oublie pas. Donc vous connaissez Mathieu si jamais vous avez vu Clone en live notamment ou sur les parties instru, sax, etc. Tout à fait. Pour Clone. Mais là, on ne va pas du tout parler de Clone, on va parler de Killing Spree, qui est ton vrai projet annexe. Il y en a plein d'autres, on va en parler. Et là, je pense qu'il faut reprendre depuis le début pour les auditeurs, parce que nous, on a découvert. Moi, j'apprends juste dans la bio que vous êtes né en 2014 au Japon. Est-ce que tu peux du coup nous en dire plus ? C'est un petit raccourci, mais en fait, le duo est né au Japon, on va dire. Il y avait une version pour moi, Killing Spree, c'est un projet en fait que je voulais faire quasiment depuis que j'étais ado. Je voulais faire un orchestre. C'était un peu ambitieux, mais ça s'est transformé en trio avec un super bassiste qui s'appelle Sylvain Daniel. Et il était moins dispo, on a commencé à faire des concerts en duo et ça donne autre chose. Ouais. Donc peut-être qu'on refera du trio, peut-être qu'on fera de l'orchestre, ça c'est plus tard. Mais bon, le duo il est né parce que j'avais réussi à monter une petite tournée au Japon parce que j'y ai bossé dans d'autres milieux musicaux très différents. Et je les ai amenés là-bas, c'était super. Et puis Sylvain a fait une semaine de tournée avec nous et on avait un peu de temps après, on a trouvé du temps. Et voilà, un des premiers concerts, c'était en duo. Il faisait très beau, c'était dans une station thermale à côté d'Osaka, devant des vieux qui allaient retourner prendre leur bain. Et c'était la journée rock de la station thermale. Et c'était complètement, c'est surréaliste. C'est complètement surréaliste et super bien, quoi. Ok, bah effectivement j'allais te poser la question sur parce qu'on trouve beaucoup de choses sur vous sous le nom de Killing Spree Trio. Ouais. Et du coup en fait ça alterne suivant la dispo de chacun. Donc si vous cherchez des choses, allez aussi taper sur Killing Spree Trio. Je vais pas trop spoiler l'album parce qu'on va le chroniquer. Ça a été un vrai coup de cœur, on l'a écouté il y a pas longtemps, donc il sort en septembre. Par contre je vais parler des influences pour leur donner aussi envie et puis on parlera de la petite surprise d'après. Moi j'en ai relevé vraiment deux. Le Death évidemment, on le voit aussi sur le nom du groupe. Oui. Et les reprises de l'EP de 2020, est-ce que tu peux nous en parler au cas où les gens n'aient pas compris ? Eh bien, après ces premiers concerts en duo, on avait enregistré des trucs à la batterie pour faire des reprises. J'avais envie de faire quelques reprises parce qu'il y a beaucoup d'improvisation, ouais. C'est vraiment entre plusieurs mondes, mais j'avais envie de montrer un peu d'où on venait, et notamment Grégoire Galichet, le batteur, qui est un vrai batteur de Death, qui a une grande culture. Et moi j'avais envie de jouer 2 morceaux de Death, le groupe, parce que ça m'a beaucoup marqué en termes de composition. Je trouve que c'était incroyable en fait, quelle que soit la musique, c'était une grande composition. Donc on a fait 2 reprises et une de Meshuggah, mais c'est resté dans les tiroirs. Puis finalement, comme tout le monde, j'avais rien à faire en 2020, donc voilà, c'est sorti à peu près à ce moment-là. C'est ça. Et ça a mis le pied à l'étrier sur l'idée de vraiment jouer en duo, et le disque on pouvait pas le jouer tel quel en duo parce que j'ai rajouté plein de trucs. Et là, le nouveau challenge, c'était de dire voilà, on fait des concerts, il faut arriver à jouer ça à 2, comment on se débrouille, quoi. Et donc cette influence du death metal, vraiment moi ce que j'aime bien dans toutes les musiques, c'est les gens qui défrichent et qui arrivent, qui inventent un nouveau. Ouais. C'est pas trop les gens qui s'intègrent pour dire voilà, je fais du rock 40 ans après, c'est plutôt les gens qui tapent dans la fourmilière et qui... Complètement. Voilà, donc Death, c'est... Ouais, donc il y avait Death, et la deuxième, mais t'en as parlé, en plus c'est par rapport à une autre activité que t'avais, mais tellement en termes de compo, pour moi c'est Meshuggah aussi. Et t'as un rapport particulier à Meshuggah, tu peux peut-être nous en parler j'ai eu la chance de passer 2 ans de ma vie à faire une maîtrise de musicologie, à tout décortiquer, relever les solos, traduire. J'ai eu la chance aussi de passer en Suisse, les interviewer en 2001 dans une teuf. Il m'a dit ouais viens, j'ai fait la teuf en fait avec eux, et j'étais hyper impressionné. Et après on a parlé toute la nuit. Et voilà quoi, ils m'ont confirmé ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas de la musique savante ou compliquée, que c'était pas une prise de tête, c'était juste leur manière de faire du rock. Donc tout ça m'a permis de me libérer de l'influence un peu Meshuggah, parce que j'écrivais des trucs mais ça ressemblait à du Meshuggah acheté sur Wish, quoi. Et comme on peut des fois entendre, et ça m'a un peu libéré du truc, et en même temps ça te force à dire voilà, eux ils ont fait leur truc, maintenant faut que tu trouves le tien, quoi. C'est ça, exactement. Là vous êtes revenu d'ailleurs en autres termes de choix, d'influence, etc. Là vous êtes revenu sur le devant de la scène avec un single qui est une reprise de Morbid Angel. Ouais. Pourquoi ce choix déjà de ce groupe-là? Et ensuite, j'aimerais qu'on parle du clip et du choix aussi du lieu du clip qui est quand même très très fort. Ouais, alors
Le choix, c'est un pur hasard, je vais y revenir, et le choix de l'endroit. Et le choix du morceau, c'était l'idée de, avant le disque, parce que le morceau n'est pas sur le disque, c'était de dire voilà ce qu'on sait faire en live, avec un mec caméra au point, il n'y a pas de bidouillage, il n'y a pas de... Donc c'était un peu une manière de promouvoir le groupe et montrer voilà ce que c'est vraiment la musique, parce que la musique c'est bien les disques, mais c'est l'important de la musique c'est les concerts pour moi. Et le choix du morceau, c'est soit on reprenait du death, on l'avait déjà fait. Il y avait l'idée de reprendre du Nostromo. Moi, j'avais envie de reprendre un morceau de Nostromo parce que j'aime bien aussi le côté hardcore, metalcore, l'esprit punk aussi de ces musiques. Mais Grégoire, qui est un grand connaisseur, il m'a dit pour ce milieu, pour ce qu'on va faire, et moi dans mon panthéon des morceaux, c'est celui-là que je vous dis. Il l'a mis en haut de la liste et bon, comme c'est lui le connaisseur, je fais ok, j'ai travaillé à la maison, mon petit Morbid Angel, ça m'a fait du bien. Allez le découvrir parce qu'en fait, j'en parle pas depuis le début, mais en fait, c'est vraiment un projet de musique inclassable. On a un mélange de métal, de jazz avec la présence du sax, mais qui est totalement modifié, de prog, d'électro. Enfin voilà, le but c'était de vous mettre dans aucune case. Donc le fait, je trouve ça assez intelligent aussi de passer par des reprises pour faire découvrir une musique qui à première on sembler on cherche on cherche pas à être du tout un groupe de cover, mais il y a un truc bon, on a un petit héritage, voilà, que ça vient pas de nulle part. Ah oui, puis clairement l'album c'est pas un album de cover. Non, c'est sûr. Clairement pas. Dans ce mélange d'influences, il y a quand même ta patte aussi, c'est les machines que tu utilises. Apparemment, c'est toi qui les crées. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Alors, c'est des machines, c'est pas du tout des machines dans le sens des sons électroniques et des boîtes à rythme et des synthés. C'est juste que je fabrique un peu des trucs très simples à partir de récup. Et moi, mon truc, c'est d'être vraiment très minimal. En connaissant bien le matériel, on peut prendre un truc qui traîne dans une poubelle et faire un instrument génial. Donc, je trouve ça, c'est ça qui me plaît. En fait, toutes les distorsions que j'ai, c'est un iPhone avec des trucs reprogrammés dedans. Voilà, donc je n'ai rien, c'est tout. Et l'idée, c'était de créer une distorsion très spéciale pour le saxophone, parce que je joue du saxophone alto. Je joue une note et en fait, ça me fait des distorsions avec des transpositions. Et en fait, ça génère une espèce de mur de guitare de l'enfer. Et j'avais besoin de ça en fait, j'ai trouvé l'expression, en fait je joue une note, je peux improviser des riffs, le morceau n'existe pas mais j'improvise un riff et c'est comme si j'avais fabriqué des petits esclaves guitaristes qui jouent exactement ce que je veux en orchestre et c'est un gros trip. Justement, c'était une de mes questions qui arrivait plus tard mais tu me tends une perche, c'est quoi la place de l'impro dans vos sessions d'enregistrement quand vous êtes sur l'album ? Alors là l'album, il y avait quelques trucs qu'on avait déjà joué en concert. Et on se connaît bien, donc c'est assez souple. Et quand on est à deux, on peut pas le faire à trois ou à plus parce que ça devient très noise. Donc j'aime bien les passages noise aussi, mais je voulais pas faire un truc noise tout le temps. Et la place de l'impro, je suis arrivé chez Grégoire en Alsace. Et c'est pour ça qu'on a tourné dans la ligne Maginot. C'est qu'on a eu un problème de planning et il avait un plan à la ligne Maginot. Et ça collait tellement au morceau que c'était 10 fois mieux. Et pour répondre à la question, j'avais oublié. Et donc je vais chez lui en Alsace et je dis il y a tel riff, attends je te note un truc, j'ai 2-3 partitions, 2-3 riffs et des impros et on a tout enregistré en 2 jours. Donc oui, c'est un vrai mélange. À la maison j'ai produit, j'ai découpé, j'ai dit bon ça c'est bien, c'est pas bien, j'ai rajouté les voix parce que j'avais pas écrit de texte. Mais voilà, c'est 2 jours et 2 jours et 50% d'impro on va dire. D'accord, ok, mais ça tout en se disant on n'improvise pas, on fait pas des solos de jazz quoi. On improvise en se disant, moi j'improvise en me disant je suis 3 guitaristes quoi. Enfin, ok, alors je vais pas trop spoiler, donc Camouflage ça sort le 13 septembre chez Clonosphère Season of Mist. Et là c'est purement perso, il y a un morceau pour moi qui est totalement antithétique et qui est hyper intéressant, c'est pas forcément mon préféré. Et j'aimerais que tu me parles de celui-là. Est-ce que tu peux parler de toute cette violence en moi qui est... Il y a un ovni dans l'ovni avec justement ce titre qui dit ça et en fait c'est la plus... c'est que... En fait c'est une mélodie qui me trottait en tête depuis très longtemps, donc c'est un moment où il y a un petit truc mélodique. Alors j'ai fini par le mettre bien au milieu de l'album parce que ça fait une respiration. Il y a ce truc-là. Ça répond, le titre répond aux autres morceaux. Et c'est une mélodie très simple que je joue aussi dans le milieu de musique traditionnelle, des choses comme ça. Au début, je m'étais dit, tiens, on pourrait le jouer pour faire danser des gens, pour faire une valse. Et finalement, j'ai trouvé qu'à cet endroit, c'était bien. Et la batterie est très free derrière, mais le saxophone est très mélodique et il finit quand même très fort, très aigu. Ça, mais ça commence hyper calme. Et comme le disque est très très bien structuré et très bien pensé,
Oui, mais vraiment, c'est pour ça que je te parle de cette chanson-là. Cette mélodie qu'on a dans la tête et qui est une espèce de ritournelle assez triste, elle revient dans le morceau d'après, qui est une espèce de truc, je sais pas, doom très ou avec des textes, et elle revient très aiguë, très criée, donc en fait voilà, il y a des ponts entre les morceaux et c'est pour ça que je parlais vraiment de celle-là qui est au milieu, qui a un îlot et qui est c'est presque drôle ce titre dessus, effectivement, avec des reprises, mais je vous dis, je spoil pas, mais là déjà quand on en parle, normalement vous avez envie d'aller écouter. Est-ce qu'il y a des dates en live à venir que tu pourrais annoncer, parce que je pense qu'en live ça doit être encore une autre expérience qu'en album, deux choses complètement différentes. Alors ça l'est, c'est très fatigant de jouer à deux genres de trucs et c'est super. Malheureusement il y a des trucs en cours mais il n'y a pas grand chose. Pour l'instant il y a une petite opportunité je vais monter une petite tournée en Allemagne dans le milieu prog en fait, où on a des contacts, des gens qui écoutent du Magma, du Zappa, des choses comme ça en fait, qui sont très ouverts à ce genre de musique. Donc il y a un truc qui va se construire autour de ça, avec un peu de chance en Belgique, en Alsace. Et après Poitou, Touraine, il y a des trucs qui viennent. Forcément j'ai glané quelques idées, quelques contacts ici au Hellfest. Donc je suis en train de monter ça. C'est le petit truc là, la période ça rame un peu, mais exactement, c'est juin. Et j'en profite pour faire mon commercial. On est deux, on n'est pas cher et en plus on est léger, on arrive. C'est très facile, on peut jouer dans des clubs et on est on est au taquet. Donc ça c'est en train de se construire et puis vous aurez les infos bientôt. Avec plaisir, parce que ça doit vraiment être pour moi deux choses parallèles, écouter l'album et voir la version en live. C'est une expérience. En Allemagne notamment, on a joué au Burg Herzberg Festival, c'est un des plus vieux festivals de prog. Et les gens en Allemagne ils sont bien réceptifs au rock. On jouait en plein air, en plein après-midi. Avant nous il y avait un groupe de rock pour enfants et après il y avait un groupe de ska. Et les gens ils étaient là, ils sont restés, ils étaient au taquet. Ça change un peu de la France effectivement sur ça. Écoute, on ne manquera pas de suivre les dates. Je vais te poser la question un peu traditionnelle et franchement en plus avec ton milieu c'est assez marrant d'avoir la réponse. Si tu connais un peu l'affiche, c'était quoi pour toi les immanquables de cette année ? Alors, que tu as sûrement manqué vu que tu es en interview. Mais j'ai eu une question sur les groupes et des rébutes qui avaient joué tout à l'heure. Et je me suis bien planté parce qu'en fait je gravite plus trop dans ce milieu depuis longtemps, je rejoue avec Clone et il y a plein de groupes que je connais pas ou alors je connais la musique, mais les immanquables Mr Bungle, c'est vrai que oui, et je comprends que tu cites oui forcément, j'ai joué longtemps dans Anturus d'Archer qui était un groupe de clonosphère et qui était complètement influencé par Magma, Mr Bungle, mais c'était 3 guitares, flûte et sax et boîte à rythme, mais c'était complètement foufou. Donc là il y avait ça. J'ai une très mauvaise mémoire. En plus, j'ai passé la journée à faire des interviews hier, donc forcément j'ai tout manqué. Pour moi c'est celui qui va. Alors c'est pas du tout le même son, mais en termes d'esprit, si vous aimez Mr Bungle, ça peut. Il y a un lien de parenté. Il y a un lien de parenté, effectivement. Est-ce qu'il y aurait soit une question que je t'ai pas posée, soit un message que tu voudrais faire passer ? N'importe quoi, je vais te laisser le mot de la fin. Ce sera diffusé plus tard, je peux pas les dire allez voter parce que c'est maintenant. Mais si, peut-être pour le deuxième tour, on verra, peut-être. Voilà. Et j'ai déjà eu cette question. Ah bah oui, on la pose tous. C'est une bonne question, mais en fait le mot, je saurais pas trop conclure parce qu'en fait c'est le début du vrai disque en duo, donc je dirais plutôt que le mot de la fin c'est le mot du début là, c'est vraiment plutôt. Écoute, du coup on te souhaite un très bon début, plein de bonnes choses, on se retrouve en septembre pour la sortie de ton album. On te remercie pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Et à bientôt sur BGP Music Live.